Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Départ fictif aujourd'hui, épisode le premier de l'année 2023, on n'avait pas fait auparavant d'épisode de départ fictif. Je vous ai demandé de poser des questions, vous avez posé des questions en nombre, j'ai pas pu tout prendre. Mais on essaiera d'en refaire un autre peut-être après Roubaix, d'épisodes de départ fictif. J'avais dit cette année que mon objectif c'était d'en faire un peu plus régulièrement, bien entendu avant les grands tours, mais aussi avant d'autres courses importantes du calendrier. Donc on va revenir un petit peu sur toutes les questions que vous avez posées. J'en ai choisi 13. Chiffre porte-malheur du côté du cyclisme. Mais au départ, j'étais parti sur 10 et puis j'ai vu qu'il y avait un peu plus de questions, qu'il y avait quand même quelques-unes aux cordes intéressantes, donc j'en ai choisi 3 en plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas, pourquoi pas, alors peut-être ne mettez pas des questions parce que ça sera le bordel, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on élargisse un peu sur une des questions qui sera posée, n'hésitez pas. Mais posez pas d'autres questions, je ferai un autre post à un autre moment, parce que sinon c'est le bordel pour retrouver les questions. N'hésitez pas également, si vous avez les moyens, seulement si vous avez les moyens de soutenir la chaîne avec un super thanks, je vais y arriver. N'hésitez pas à mettre la cloche également. EPS 2.0, ça c'est sur Deezer, Amazon, Google, Spotify et TikTok également, où il y a du contenu. On commence tout de suite avec la première question. Hop, faut que je me remette au début. Je suis bien au début. C'est Bootdoom, je ne sais pas comment on doit le dire. Salut, peux-tu expliquer la différence entre les Flandriennes, les Ardennaises, Paris-Roubaix? Je la classe pas dans les Flandriennes et les autres courses belges. Merci. Pardon. Alors, on va commencer déjà par le basique du basique pour ceux qui ne connaissent pas le cyclisme. Il y a deux types de courses, les courses d'un jour, les courses par étapes. Les courses par étapes, on les met de côté. On garde que les courses d'un jour. Sur les courses d'un jour, vous avez plusieurs moments dans la saison. Les Flandriennes, pour moi, ça correspond à ce moment entre mars et avril. Une Flandrienne, il doit y avoir des pavés. Ça, c'est obligatoire. Mais une Flandrienne, il doit y avoir des monts. Et moi aussi, je ne classe pas Paris-Roubaix parmi les Flandriennes. Parce que pour moi, Paris-Roubaix, c'est à part. Pour moi, il faut des monts. Des monts pavés, mais pas seulement. Il faut aussi des monts asphaltés. Mais qui soient des monts très courts. C'est là où ça va faire la différence avec une ardennaise. Sur une Flandrienne, les monts ne doivent pas dépasser 1 km, 1 km 5. Vraiment, c'est du temps d'effort extrêmement court. À part le vieux Couarmont, on va dire, qui va être un peu l'exception. Le vieux Couarmont, c'est 2 km 200. Je crois me rappeler de tête, mais c'est pas très pentu. Et ce sont des montées très courtes et avec des pavés. Il faut qu'il y ait des secteurs pavés dans la course. Particularité également des Flandriennes, c'est dans un secteur. Il n'y a pas de Flandrienne en dehors de cette portion de la Belgique. Grosso modo, la plaque tournante, je dirais, c'est Oudenarde. Prenez Oudenarde, vous prenez Gand. C'est un peu les lieux mythiques de ces Flandriennes. Et pour moi, les Flandriennes, c'est aussi une période. Vous avez la Bruxelles classique. La Bruxelles classique qui est en juin, pour moi, n'est pas une Flandrienne. Une Flandrienne, c'est vraiment dans cette période-là. Moi, j'ai toujours du mal. Il y a une course que j'arrive pas à classer, c'est le Samin. Flandrienne, pas Flandrienne. Le Samin n'est pas dans la zone techniquement des Flandriennes, c'est en Wallonie. Mais en même temps, vous avez un mont pavé. Donc ça se rapproche un petit peu d'une Flandrienne. Donc par exemple, le Samin, je ne sais pas le classer. Donc ça, c'est une Flandrienne. Ensuite, vous avez Roubaix. Je dirais qu'il y a une autre course qui est comme Roubaix maintenant, c'est le Grand Prix de Denain. Roubaix-Denain, déjà, ce sont les pavés français. Les pavés français sont plus difficiles que les pavés belges parce que les pavés français ne sont pas sur un sol dur. Souvent, les pavés belges, il y a du ciment en dessous. Ce qui fait que vous n'avez pas ces mouvements de terrain que vous avez sur les pavés français qui sont sur rien en fait. C'est la terre qui est en dessous, les pavés. Et les pavés français sont beaucoup plus irréguliers que les pavés flandriens. Les pavés flandriens, pour la plupart, sont plutôt propres. Donc ça fait la différence. Autre différence avec Paris-Roubaix, c'est que les monts sont à plat. Il y a deux secteurs en faux plat montant, c'est Carrefour de l'Arbre, Troué d'Arenberg. Carrefour de l'Arbre et Troué d'Arenberg, ça doit être du 4% max. On n'est pas au niveau du vieux Couarmont, on est beaucoup plus bas
ou du mur de Capelle, ou du mur de Kemmel plutôt. C'est le Mont Kemmel, je vais y arriver. C'est très différent, Roubaix, et les pavés sont très irréguliers. On arrive beaucoup plus vite dans les pavés. Aussi. Donc pour moi, Grand Prix de Denain, Roubaix, j'appellerais ça des Roubaisiennes. Il faudrait peut-être presque inventer un terme. Donc c'est vraiment un autre type de course, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup plus de poussière, c'est plus sablonneux aussi. Et c'est à plat. Donc voilà, ça fait une différence. Et souvent les secteurs, il y a très peu de secteurs où on a de la forêt. Sur les Flandriennes, il y a beaucoup plus de secteurs qui sont boisés que sur Roubaix et le Grand Prix de Denain. Donc ça, ce sont les Flandriennes. Moi, je mets pas Paris-Roubaix parmi les Flandriennes. Certains les rajoutent parmi les Flandriennes. Bon, moi, je trouve que c'est à part. Vous avez les Ardennaises. Alors là aussi, du côté des Ardennaises, techniquement, les Ardennaises, c'est la Flèche Wallonne et Liège. Techniquement, il n'y a pas l'Amstel. On a rajouté de l'Amstel dans les Ardennaises pour que ça fasse une semaine complète. Mais l'Amstel, c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que l'Amstel, ce sont des montées qui sont très courtes, alors très pentues, mais très courtes. Et l'Amstel, c'est presque... On a un mi-chemin entre une Flandrienne. C'est une Flandrienne sans les pavés, je dirais. C'est le Tour des Flandres, mais sans les pavés, presque. L'Amstel, avec des côtes qui sont très courtes, sur des routes très étroites, souvent à découvert, souvent vous avez du vent. Mais normalement, les Ardennaises, c'est la Flèche Wallonne et Liège. La particularité, c'est que ce sont des monts un peu plus longs. C'est des courses qui conviennent un peu plus aux grimpeurs, c'est des courses qui conviennent aux punchers, et que vous avez des monts avec des très forts pourcentages. Le mur de Huy, bien entendu, mais vous avez la côte de la Redoute. Là, on est sur des pourcentages qui dépassent tout le temps les 10%. On est parfois à 15% sur certaines portions, et puis souvent, ce sont des monts un peu plus longs. Là, on est sur des monts un peu plus longs, et puis ce sont des courses qui se déroulent en Wallonie. On est sur deux courses, la Flèche et Liège, qui sont en Wallonie. Les autres sont en Flandre. C'est un petit peu la petite différence, sauf le Samin, qui est également en Wallonie. Qui a également des moments particuliers. Les Ardennaises aussi, c'est un moment de l'année. C'est en avril, les Ardennaises. Après, c'est plus des Ardennaises. La Classique à Saint-Sébastien, le Tour de Lombardie, ne sont pas des Ardennaises. Et ça se situe dans une zone précise. Ensuite, on a parmi les autres courses belges, vous avez la Bruxelles Classique, vous avez le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. On a ce qu'on appelle la Coupe de Belgique. La Coupe de Belgique sont des courses d'un jour, souvent sur des terrains plats, souvent sans trop de difficultés, qui se finissent souvent au sprint. Vous avez la Famenne Ardennes Classique aussi maintenant en deuxième partie de saison. Celle-là, elle est un peu plus vallonnée. Mais vous avez la Coupe de Belgique. Vous avez également deux courses par étape majeure, je dirais. C'est le Tour de Wallonie, le Tour de Belgique. Le Tour de Belgique, c'est en juin. Le Tour de Wallonie, c'est juste après le Tour de France. Et le Tour du Benelux, qui a eu plein de noms différents, qui n'a pas eu lieu l'année dernière, qui doit avoir lieu cette année au mois d'août. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu trop de nouvelles. Qui est également une épreuve World Tour, mais qui se déroule dans le Benelux. Donc il y a des étapes un peu partout. Luxembourg, Belgique, et Pays-Bas, voilà, pour le Benelux, qui est une autre course belge. Et parmi les courses importantes, en Belgique, vous avez deux monuments, qui est Liège et qui est le Tour des Flandres. Et en France, vous n'avez pas Paris-Roubaix qui est un monument. Les monuments, ce sont les 5 courses un peu magistrales, un peu les plus importantes du calendrier. Ce sont les 5 courses qui ont un palmarès pour être dans un monument. C'est déjà plus de 220 km pour ces 5 courses-là. Donc avec Milan et le Tour de Lombardie. Ce sont des courses un petit peu ancestrales du calendrier. Et ce sont des courses majeures. Donc voilà un petit peu comment on pourrait découper le calendrier. Donc Flandrienne, Montpavé. Et ce sont les monts pavés et dans un secteur bien précis qui est la Flandre occidentale. Paris-Roubaix, on va dire les Roubaisiennes, pavés irréguliers mais sur le plat. Ardennaises, des monts mais sans pavés, qui sont un petit peu plus longs que les Flandriennes et les Roubaisiennes. J'ai inventé un terme. Voilà un petit peu pour faire les différents types de courses. Deuxième question de la même personne, mais comme c'était sur les questions parcours. Comment sont décidés le parcours des différentes classiques flandriennes ? Je vois qu'elles se déroulent dans le même secteur, Tour des Flandres, à travers les Flandres, Gam. Ont-elles un parcours attitré traditionnel ou mélange-t-on un peu les monts et les secteurs pavés pour chaque course chaque année ?
Alors, toutes ces courses-là ont un même organisateur qui s'appelle Flanders Classic. Flanders Classic, c'est comme ASO en France, c'est comme RCS en Italie. C'est eux qui organisent toutes les courses flandriennes du calendrier parce que Liège et la Flèche Wallonne sont organisées par ASO. De ce qu'on appelle ça, ce sont les Flanders Classic, hein, tout cet enchaînement de courses. Elles ont un parcours qui est plus ou moins attitré, c'est-à-dire que la plupart ont quand même un parcours, on essaye d'éviter des enchaînements de monts qu'on retrouverait sur une autre course. Le seul cas, c'est la classique E3, parce que E3 a le même enchaînement Vieux-Coirmont-Paterberg que le Tour des Flandres. Mais sinon, on évite d'avoir les mêmes enchaînements. Chacune a un peu son mont spécifique. Voilà, le Tour des Flandres, c'est l'enchaînement Vieux-Coirmont-Paterberg. Gand, c'est le Mont Kemmel. À travers les Flandres, vous avez ce circuit final avec notamment la montée de Nokere. Sur E3, bah là, on retrouve un peu les mêmes difficultés. Le Het Nieuwsblad, j'ai oublié le nom, mais je vais retrouver parce que je m'étais mis tout ça. C'est le mur de Grammont pour le Het Nieuwsblad, alors que le vieux Coirmont ou de Coirmont, c'est le Tour des Flandres. En sachant que chaque année, il y a des petites modifications sur les parcours. Comme sur Paris-Roubaix, hein, vous avez des petites modifications, selon que certains secteurs soient plus ou moins en bon état, plus ou moins empruntables. Donc il y a des secteurs qui sont parfois supprimés, des secteurs qui sont rajoutés. Je ne vais pas tout dire, mais je vais en parler notamment sur la présentation du Tour des Flandres, en sachant que celle qui a le parcours le plus dur, ça doit être le Tour des Flandres. Le Tour de Flandre est un petit peu un mix de toutes les autres. Ça reprend la majorité des monts qu'on va voir sur les autres courses. Et à travers les Flandres, et a aussi une autre particularité par rapport aux autres, c'est qu'à travers les Flandres, ce sont des routes qui sont très étroites. Il y a très peu de grandes routes. Ce qu'on a un peu plus sur les autres courses, on a des routes parfois assez larges. À travers les Flandres, il n'y a jamais quasiment de routes larges. Et sur Gand, particularité de Gand également, les chemins de terre. Vous avez deux chemins de gravel, de terre, un peu comme sur Paris-Tour, que n'ont pas les autres courses, qu'on a rajouté au calendrier. Mais oui, il y a un parcours attitré. Et normalement, quand vous allez en Belgique, alors moi, j'y suis jamais allé dans ce coin-là, peut-être qu'un jour, je ferai un pèlerinage là-haut. Vous avez des petits panneaux qui vous indiquent un peu le parcours de chaque course. Et donc, quand vous allez sur les monts, vous savez que ce mont-là est emprunté par telle ou telle épreuve. Voilà, donc ça permet de se repérer. Et oui, il y a quelques modifications. Cette année, par exemple, le Tour des Flandres n'attaque pas les monts par le même côté que d'habitude. Bon, après, ça dépend des années. Hein. Là, encore une fois, il y a moins de modifs sur Paris-Roubaix que sur les Flandres. Les Flandres, parfois, il y a un peu plus de modifications au niveau du parcours. Que penses-tu, Clément Texier, qui est là depuis longtemps sur la chaîne, que penses-tu des cyclistes belges qui ont critiqué Van Aert suite à son cadeau pour Laporte ? Moi, je trouve pas ça très intelligent de leur part. Surtout quand tu sais qu'il y en a certains qui ont couru à la Maped et qui ont eu également le même genre d'avantage, qui ont eu le même type d'arrangement. Et des fois, c'était pas l'amiable, les arrangements du côté de la Maped. C'était des fois le patron de la Maped qui appelait directement Patoche Lefebvre dans la voiture de directeur sportif. C'était arrivé notamment pour la victoire de Ballerini, je crois. Moi, je trouve que c'est plutôt intelligent de la part de Van Aert. Ça permet d'aider un de ses équipiers à remporter une épreuve. En plus, s'il n'y avait pas eu Laporte, peut-être qu'il ne serait pas allé au bout. Parce que seul, ça aurait peut-être été plus compliqué pour lui dans les 40 derniers kilomètres. Et puis, de toute manière, il fait 2, il sait quel est son état physique. Et il avait déjà gagné 2 fois Gand. Donc après, il peut collectionner les victoires sur Gand, mais il sera certainement encore devant dans les années à venir. Là, je pense que ça le rend encore plus grand, parce que qu'est-ce qu'on aurait dit si ça avait été l'inverse ? Si Laporte avait été obligé de laisser la victoire à Van Aert, on aurait dit
Van Aert, c'est un dictateur, il laisse pas la place à ses équipiers. Là, il aurait pu laisser la victoire à son équipier. Il n'y avait aucun intérêt, voilà, à part vouloir rajouter une classique dans son palmarès, alors que Laporte n'a jamais gagné Gand. Il a fait une fois deuxième, une fois quatrième. Il aurait pu laisser la victoire à Laporte. Je pense qu'on aura entendu ce genre de choses. Moi, par exemple, vous savez, je regarde d'autres disciplines. Je peux vous parler de la Formule 1. C'est ce qu'on reprochait énormément à Schumacher, de ne pas laisser les victoires à Barrichello. On se souvient notamment du Grand Prix d'Autriche, 2001-2002, où Barrichello obligé de s'arrêter pour laisser passer Schumacher, alors qu'à ce moment-là, Schumacher n'était absolument pas inquiété au niveau du championnat du monde et qu'il aurait pu laisser la victoire à Barrichello. Donc moi, je préfère qu'un leader ait l'intelligence de faire ce genre de choses. Et puis, il sait qu'en termes de relationnel, ça va aider. Et puis, en plus, il sait aussi qu'il y a quand même des coureurs qui vont surveiller la porte. Donc, ça va l'aider peut-être pour aller chercher le Tour des Flandres aussi. Parce que ça met la pression sur un autre coureur, un peu plus sur un autre coureur. Donc, c'est peut-être pas plus mal également pour Van Aert. Aussi en termes de stratégie, donc moi oui, j'ai trouvé que Merckx, c'est pas la sortie la plus intelligente qu'ils aient fait, ces coureurs belges là, notamment Eddy Merckx, notamment Boonen. Bon voilà, on sait très bien comment ça se passait du côté de la Maped aussi. Ces mecs-là se plaignaient pas quand c'était la Maped. C'est bizarre quand c'est une équipe néerlandaise. Tout d'un coup, on critique. Le cycliste 85, combien de secteurs pavés sur Paris-Roubaix cette année? Alors je précise que je ferai une présentation de Roubaix, comme je fais une présentation du Tour des Flandres. Du côté de Roubaix, j'ai pris mon petit article de la Voix du Nord. Alors on aura 54 km de pavés. Pour les garçons, je précise, pour les garçons. Du côté donc de ces 54 km, on aura 29 secteurs pavés, une longueur totale de course de 256 km. Un nouveau secteur, un secteur qui fait son retour, c'est le secteur de Âpres, ou d'Aspres, qui n'était pas présent depuis plus de 20 ans. 1700 mètres, et selon le directeur de course, c'est mal pavé. Et puis, on attaque comme d'habitude par 3 villes. Donc ça, c'est du classique, ça fait quasiment depuis 15 ans, 20 ans qu'on attaque par 3 villes, avec donc tous les secteurs du Valenciennois. Ensuite, on se retrouve à Denain. À Denain, la Trouée d'Arenberg, c'est là où la course change. Et puis ensuite, Mont-en-Pévèle, Carrefour de l'Arbre. Après, le reste du parcours est très classique sur Roubaix. Il y a peu de changements. Ça part toujours de Compiègne pour aller à Roubaix par la Trouée d'Arenberg. Donc là, par contre, sur le reste, il n'y a pas de grands changements. Et du côté de la course féminine, le parcours sera plus long, avec 145 km, dont 29 km de pavés et 17 secteurs. Il y aura de nouveaux secteurs, notamment un passage dans le Cambrésis, donc la région de Cambrai. Donc voilà, un parcours un peu différent de d'habitude et un peu plus musclé du côté du Paris-Roubaix femmes par rapport aux dernières années. Je rappelle que Paris-Roubaix, c'est une semaine après le Tour des Flandres, pour ceux qui veulent savoir les dates au niveau du calendrier. On accélère un petit peu. Voilà, parce qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo. Où classes-tu Van Aert et Van Der Poel dans la hiérarchie des classiques men historiques, Boonen, Cancellara, par exemple, pour les plus récents? Alors déjà, entre Wout Van Aert et Van Der Poel sur les classiques, je mettrais quand même Van Der Poel un peu au-dessus. Van Aert a un super palmarès, mais sur les grands tours. Plus que sur les monuments. Van Aert n'a pas de monument. Van Der Poel a déjà 2 fois le Tour des Flandres. Donc, pour moi, Van Der Poel est au-dessus dans cette hiérarchie que Van Aert. Moi, je dirais que Van Der Poel, c'est au niveau de Boonen et Cancellara. En sachant que Boonen et Cancellara, il ne faut pas oublier, et Mousseau aussi, par exemple, il ne faut pas oublier que Boonen et Cancellara sont quand même arrivés à une époque où dans leurs équipes, il y avait pas toujours énormément de concurrence certaines années. Alors Boonen est tombé face à De Volder et mais Stigmans par exemple n'a jamais été un concurrent majeur pour Boonen sur les classiques. C'est sur la deuxième partie de carrière où Boonen, il y a eu Terpstra, il y a eu des coureurs comme ça, et Cancellara a toujours été quasiment le leader unique. Même quand Stuart O'Grady gagne Paris-Roubaix, normalement c'était à lui de gagner. C'était lui le leader.
Donc moi je dirais que Van Der Poel c'est du niveau de Boonen et Cancellara, du niveau de Mousseau, du niveau de ces coureurs-là. Van Aert je le mettrais un petit ton en dessous. Parce que pour le moment il n'a pas encore réussi. Quand il gagnera un monument, il montera dans la hiérarchie. Mais c'est vrai que pour moi Van Der Poel sur les monuments, il lui manque que Roubaix, hein, Van Der Poel aujourd'hui. Et puis faudrait pas négliger non plus dans cette hiérarchie Peter Sagan, hein. Aussi à une époque a été très fort, mais peut-être aussi à une époque où la concurrence Quick-Step avait souvent tendance à se rouler dessus, et du côté de la Jumbo on n'était pas encore au niveau qu'on est actuellement. Mais oui, Van Der Poel c'est du costaud, Van Aert il lui manque encore des grosses victoires, voilà. Des fois il a un peu mal couru sur les monuments. Question suivante, Liam d'Amérique est également là depuis très longtemps sur la chaîne. Bonjour, selon toi, Lascano et Christophe qui ont fait une énorme performance sur à travers les Flandres seraient capables de jouer la victoire sur le Tour des Flandres? Alors bon, ils ont profité du fait d'être partis en échappée, d'avoir anticipé. Après, il fallait tenir les 180 km d'échappée qu'ils ont réalisés. 170 peut-être plutôt, kilomètres d'échappée qu'ils ont réalisés. Surtout qu'ils ont fait encore une fois 60 bornes à 2, quasiment. Sur le Tour des Flandres, déjà, ce type d'échappée est plus compliqué à réaliser. Sur Roubaix, on peut le faire. Prendre l'échappée matinale, gagner. Mathieu Eman l'a fait, Van Semmeren l'a fait. Notamment dans les dernières années. Du côté du Tour des Flandres, c'est plus compliqué. Tu peux parfois rentrer dans le top 10, mais faire mieux que top 10, c'est difficile. Ils ont quand même dépensé en plus pas mal d'énergie. Alors Christophe, il a déjà gagné le Tour des Flandres. Il faut se souvenir, à l'époque, c'était la Katusha, où il avait fait un super numéro. Je pense que Christophe, maintenant, s'il veut gagner, il est obligé d'anticiper. Pour le Tour des Flandres, ça me semble compliqué. C'est un coureur aujourd'hui qui est toujours résistant, mais au sprint, c'est peut-être plus forcément le plus rapide. Et puis, il est plus tout jeune non plus. Voilà, donc faut aussi pas le négliger. Lascano, s'il décide de se concentrer un peu plus sur ces courses-là, qui pour le moment sont pas forcément totalement son objectif, oui, il peut être performant sur ces épreuves, parce qu'il a déjà montré qu'il avait une très très bonne résistance. Et sur une course de 275 km comme le Tour des Flandres, la résistance physique est hyper importante. Donc oui, Lascano, pourquoi pas avoir des bons résultats sur les classiques, surtout que la Movistar se concentre un peu plus sur ce type d'épreuve. Mais il faut... Enfin, s'il tente le coup en partant en échappée, ça le fera pas. Sur le Tour des Flandres, c'est assez rare que l'échappée aille au bout. Voilà, que l'échappée matinale aille au bout. Bon, il y a eu Jackie Durand, mais c'est presque l'exception qui confirme la règle. Henri 13 HDE. Selon toi, quelle stratégie Soudal Quick-Step doit-elle adopter pour peser sur la course et non pas subir, comme c'est le cas depuis le début, des classiques belges? Il y a eu plusieurs questions de ce type-là. Donc, j'ai pris celle-là, mais je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une question, on va dire un petit peu similaire. Stratégie sur le Tour des Flandres, pour moi, je mettrais un coureur dans l'échappée. Pour moi, au moins comme ça, tu auras peut-être un coup d'avance par rapport à d'habitude. Donc moi, je mettrais un coureur dans l'échappée. Un coureur, pourquoi pas un Tim de Klerk, un coureur comme ça qui a une bonne endurance, une bonne résistance, je le mets dans l'échappée matinale. Ça peut me servir de relais, ça peut me servir en plus à ne pas rouler dans le peloton. Donc ça peut me permettre d'économiser. Pour moi, Quick-Step, ils doivent courir de manière comme une petite équipe presque. C'est-à-dire ils doivent attendre que les grosses se découvrent. Ils ne doivent pas anticiper. Parce que pour moi, ils n'ont pas les coureurs suffisamment forts physiquement pour lâcher du monde. Donc pour moi, il faut qu'ils essayent de s'accrocher quand les gros attaquent. Il faut qu'ils suivent les trois gros, enfin les 3 plus 1, je dirais. Donc les 3, c'est Pogacar, Van Der Poel, Van Aert. Le plus 1, c'est Laporte. Dès qu'il y en a un de ces coureurs-là qui sort, il faut le suivre. Il faut tenter de le suivre. Mais il ne faut pas anticiper pour moi, du côté de la Quick-Step. Et puis... pour moi, si ils sont distancés, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Kasper Asgreen n'est pas suffisamment bon pour être le leader Onyx. Ce qui pouvait être le cas il y a 2 ans n'est plus le cas cette année. Kasper Asgreen n'est plus le leader
numéro 1 de l'équipe. Je pense qu'il y a certains coureurs qui ont des prédispositions sur ces courses-là, Ballerini, Alaphilippe, Kasper Asgreen. Et il faut rouler, il faut collaborer, pas hésiter à mettre la main à la pâte si on est lâché. Mais pour moi, il faut mettre un coureur dans l'échappée. Au moins comme ça, tu ne rouleras pas. Et puis ensuite, il faut te cacher. Et puis dégoupiller quand il y a un gros qui dégoupille. Tenter de s'accrocher au maximum. Et puis plus on va loin, plus on peut peut-être tenter quelque chose. Mais c'est pas à eux d'être animateurs de la course. C'est pas à eux de dynamiter la course. Mais pour moi, il faut mettre un coureur dans l'échappée. Et puis ensuite, je pense qu'il faudra peut-être réfléchir à voir est-ce qu'on garde Asgreen, est-ce qu'on garde Alaphilippe. Si Alaphilippe, son objectif sont ces courses-là, parce que est-ce que ça a encore un intérêt? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt se concentrer sur d'autres coureurs? Et est-ce qu'il ne faut pas regarder en termes de recrutement, aller chercher d'autres coureurs, peut-être aller chercher des pépites aujourd'hui qui sont chez les juniors, chez les espoirs, ou aller chercher d'autres coureurs. Mais pour moi aujourd'hui, il n'y a pas un leader chez Soudal Quick-Step. Ils sont tous à égalité. Et pour moi, faut qu'ils courent en suivant les gros, quoi. Faut pas qu'ils se retrouvent avec un coup de retard. Donc pour ça, faut pas non plus tenter d'anticiper. Faut suivre les gros. Voilà, faut suivre les gros. Parce qu'on a bien vu, Alaphilippe n'arrive pas à faire la différence. Sénéchal non plus. Kasper Asgreen, il faudra déjà qu'il arrive à tenter quelque chose. Ballerini non plus. Donc quand tu es en retrait, quand tu es dans une sorte de deuxième division sur ce type de course-là, faut plutôt tenter de suivre, tout simplement, juste suivre. Barry Lyndon, penses-tu qu'Evenepoel participera dans les prochaines années au Tour des Flandres ou voire à Paris-Roubaix? Je pense qu'il aurait vraiment sa place dans ces courses flandriennes. Alors si il participe à ces courses, oui, il pourrait être très fort. Sur Paris-Roubaix, il a quand même des talents de rouleur. Sur Roubaix, avoir des talents de rouleur, c'est quand même avantageux. Il a une force physique en tant que rouleur qui l'aiderait énormément. Stephen Kung fait 3 l'année dernière. On sait que c'est un type de parcours qui convient aux rouleurs. Cancellara, il était très fort à Roubaix parce que c'était aussi un excellent rouleur. Sur le Tour des Flandres, moi je pense que ça serait un peu plus compliqué parce qu'il n'a pas un punch, il n'a pas une giclette. Il est puissant, mais il n'a pas une giclette. Or, sur des monts qui font 400-500 mètres parfois, ça peut être peut-être compliqué de réussir à faire la différence par rapport à ses adversaires. Et comme c'est pas forcément le meilleur sprinter du monde, ça peut être un souci s'il n'arrive pas à sortir les autres coureurs de sa roue. Après, est-ce qu'il va participer dans les années à venir? Tout dépend de la place qu'il va avoir dans l'histoire du cyclisme. S'il se contente des grands tours, il aura une très belle place dans l'histoire du cyclisme. Aller sur les classiques flandriennes, c'est aussi un coup énergétique par rapport à ton calendrier. Ça t'oblige à être en forme tôt. Ça t'oblige à être en forme là, fin mars, c'est-à-dire 15 jours avant Liège-Bastogne-Liège. Ça t'oblige à avoir quand même un peu plus de jours de course que ce qu'il fait actuellement. Et puis ça t'oblige à avoir une préparation. Ces épreuves-là, elles se préparent parce qu'il faut connaître le terrain. Donc quand vous êtes inexpérimenté sur ce type de course, c'est un petit peu problématique. Et puis sur le test de matériel, la pression des pneus, quel type de vélo précisément on utilise. Mais de toute manière, je pense que du côté de Quick-Step, on va y réfléchir pour l'année prochaine parce que Quick-Step peut pas continuer à n'avoir aussi peu de résultats. Et je pense qu'il y a un moment, même s'il a peut-être moyennement envie, on y réfléchira de manière très intense. Parce que je pense qu'il y a un moment, on se dira, on peut pas rester comme ça sur les classiques flandriennes à domicile. C'est quand même les courses majeures du calendrier belge, les flandriennes avec les ardennaises. Ils peuvent pas délaisser les flandriennes au niveau des sponsors. Donc oui, je pense qu'à un moment, on réfléchira. Si on n'arrive pas à recruter de coureurs très forts sur les pavés, on y réfléchira, je pense, du côté de Quick-Step. Question numéro 10. Je vais vérifier un petit peu mon chrono.
Un coureur ou plusieurs, comme ça pas de jaloux, que tu aimerais voir gagner Paris-Roubaix, même si sur papier il n'a pas forcément le meilleur profil pour gagner, et même chose pour le Tour des Flandres. Pour Roubaix, moi j'aimerais bien voir Nils Politt, l'Allemand. Parce que c'est un peu le Grégario quand même, Nils Politt, très souvent il est quand même équipier. Et pour moi c'est l'équipier voilà, c'est l'équipier un peu qui fait le travail, qui rechigne jamais à faire le boulot pour ses leaders. Et il y aurait une belle histoire. L'équipier qui gagne, ça ferait un peu comme Van Semmeren. Je trouve qu'il y aurait une belle histoire derrière du côté de Nils Politt. Et puis il a déjà fait podium sur Paris-Roubaix, donc ça serait la consécration pour sa carrière à l'Allemand. Forcément un Français sur Roubaix. Adrien Petit, il y aurait une belle histoire aussi, parce que Adrien Petit, souvent dans le top 10, toujours présent, en plus c'est sa course de cœur, vraiment Roubaix, donc ça aurait de la gueule, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de nordistes qui ont gagné cette épreuve, donc il y aura une belle histoire, même si je sais très bien que il n'y a quasiment aucune chance pour que ça arrive pour Adrien Petit, qui est souvent équipier et qui en plus a peu de jours de course. Mais on ne sait jamais. Dans une échappée, tu tentes le coup de l'échappée et puis bon, ça irait au bout. Ça serait vraiment magnifique aussi pour Adrien Petit. J'avais mis d'autres coureurs. Je ne sais plus où je les ai mis. J'avais mis Marc Sarrault, mais ça c'est parce que c'est pour le Cher. J'avais mis Tony Galopin. Voilà, je me souviens de quel coureur j'ai marqué. Parce que Tony Galopin, pour ceux qui ne sauraient pas, en début de carrière, il était très performant sur ces courses-là, qu'il a ensuite délaissé. Et Tony Galopin, là aussi, il y aurait une belle histoire parce que c'est un coureur qui est pas passé loin d'avoir un énorme palmarès. Et pas passé loin du tout d'être le Julien Lafilippe avant Julien Lafilippe, mais d'avoir un beau palmarès sur des grandes courses, et puis peut-être des choix de carrière, le fait de rester peut-être dans certaines formations ne l'a pas aidé, et puis oui, ça serait là aussi une belle histoire pour Tony Galopin qui n'a pas connu, les dernières années n'ont pas été faciles pour Tony Galopin pour plein de raisons personnelles et également physiques. Et il y aurait aussi une belle histoire de l'équipier, du leader qui est devenu équipier, capitaine de route et qui arriverait à s'imposer. Voilà, il y aurait une belle histoire. Et puis, un Paul Penouet, un des nouveaux coureurs de la Groupama, parce que ça montrerait à tout le monde que Marc Madiot, sa stratégie, elle était visionnaire et que souvent on critique Marc Madiot, alors parfois à juste titre, mais je trouve que quand même c'est un mec qui fait beaucoup de bien pour le cyclisme en France, et ça montrerait que ça fonctionne, sa stratégie fonctionne, donc ça serait beau. Pour le Tour des Flandres, je mettrais Campenaerts, parce que lui aussi il a décidé de changer de carrière, de se consacrer à ces courses-là, donc il y aurait une belle histoire autour de Campenaerts. Carapaz, pas le profil pour, mais on sait qu'en Amérique du Sud, parfois il y a des pavés. C'est un coureur qui a un bon punch aussi, Carapaz, qui n'a pas un mauvais palmarès aussi, qui est un peu peut-être sous-estimé son palmarès. Et puis ça serait important pour le cyclisme en Amérique du Sud pour montrer que même sur ce type de course-là, ils peuvent être performants, pourquoi pas Guermeil aussi, parce que oui, il y aurait une histoire derrière de montrer que maintenant il y a l'internationalisation du cyclisme, elle est là, elle est actuelle. Donc il y aura un truc qui serait intéressant pour ces coureurs-là, je trouve. On poursuit avec Young, Axel Zingler. Pourrait-il devenir un bon Flandrien dans le futur? Et est-il la meilleure carte pour Cofidis? Zingler a totalement le profil pour être un Flandrien, ça c'est clair et net. Plus profil quand même Tour des Flandres, plus profil belge que roubaisienne. Parce que c'est plus un profil sprinter puncher. La meilleure carte pour Cofidis,
Bah, en même temps, ils en ont pas 150, Cofidis cette année, donc meilleure carte, oui, indirectement même s'il manque encore d'expérience, hein, même s'il doit encore travailler, c'est encore un coureur qui a du mal à frotter, donc il doit travailler dans ce domaine-là, jouer des coudes, ça c'est encore des choses dans lesquelles il doit progresser, sur la connaissance du terrain également, mais forcément, oui, c'est un type de parcours qui peut lui convenir, parce qu'il a un profil un peu à la Matteo Trentin, et que forcément, un peu comme Matteo Trentin, bah, c'est des coureurs qui se comportent toujours bien sur ce type de course. Mais oui, il y a du travail à effectuer. Et forcément, Cofidis. Après, est-ce que ça sera chez Cofidis, foncièrement, qu'il arrivera à avoir des bons résultats sur ces courses-là? Pas si sûr, parce que Cofidis, même si c'est fou, parce que Cofidis c'est quand même une équipe nordiste, c'est-à-dire que les pavés, normalement, c'est un peu dans leur ADN, ils n'ont jamais été bons sur les pavés. Je crois que ils ont fait qu'un seul top 10 sur Roubaix, je crois que c'était Sénéchal. Donc ça serait bien un jour qu'ils s'y mettent quand même sur ce type de course, surtout qu'ils ont des coureurs qui peuvent être performants. Mais oui, Axel Zinglet oui, parce que ça a été marqué Alex Zinglet, c'est Axel Zinglet, hein. A les qualités pour devenir flandrien et a les qualités. Voilà, et cette année, oui, c'est la meilleure carte de Cofidis, mais parce que bon, il y a les Boilets, c'est pas top et que t'as pas grand monde quoi, hein, chez Cofidis. Il a montré quand même déjà des belles prédispositions, hein, sur cette tournée de flandrienne. Team Daumont, une OX peut-elle jouer les premiers rôles sur Roubaix? Perso, je pense que oui, oui, vu l'effectif, Christophe, Varechkiol, Rasmus Tiller. Ah bah pour moi, de toute manière, c'est sur les Flandriennes qu'ils ont le meilleur collectif. S'ils doivent gagner pour moi une épreuve en World Tour, je les vois plus gagner une épreuve de ce type-là, pour moi. S'ils doivent gagner une grosse épreuve en World Tour, pour moi, c'est plus sur les Flandriennes. Rasmus Tiller a totalement les qualités pour ce type de parcours. Varechkiol, il a une très bonne pointe de vitesse. Il passe aussi un petit peu les bosses. Donc ça, c'est aussi des qualités qui conviennent. Et Christophe, bon, il l'a déjà gagné auparavant. Après, il n'est pas tout jeune, mais il a cette culture de ces courses-là et il peut donner énormément d'informations à ses autres coureurs. Après, du côté de cette formation, il faut avoir la culture des classiques. Par exemple, AG2R a eu des bons coureurs pour les classiques. Ils ont eu Sylvain Didier, ils ont eu Van Avermaet, les Nesson et autres, Van Summeren, ils ont eu également Turgot aussi à une époque. Mais chez AG2R, ils n'ont pas la culture des classiques au niveau du staff. Il faut aussi que le staff ait la culture de ces classiques-là, de sentir les coups en termes de stratégie. C'est des courses où dans la voiture de directeur sportif, il faut être très réactif très vite. Et c'est là-dessus où ça peut être un problème. Et puis, faut connaître les parcours, encore une fois. Au niveau du matériel aussi, ils ont du matériel, ils n'ont pas une grosse marque au niveau du vélo, au niveau du cadre. Donc, ça veut dire également qu'il faut faire du travail de développement sur le matériel pour des vélos spéciaux pour Roubaix. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais c'est vrai que techniquement, ils ont un effectif qui peut mieux fonctionner sur ce type de course-là que sur la Classica San-Sébastien. On est assez d'accord là-dessus. Après, il y a encore du travail quand même. Le cycliste 85, penses-tu que l'arrivée de Paris-Roubaix cette année va avoir lieu au sprint? Alors sprint massif, je ne pense pas, parce que il y a eu très peu de situations où Roubaix s'est fini avec un sprint avec plus de 10 coureurs. Ça arrive très rarement. La victoire de Guédon, par exemple en 97, je crois qu'ils sont 15, une grosse quinzaine sur le sprint, mais c'est quand même quelque chose qui arrive que très rarement, les sprints en gros comité. Après un sprint avec un groupe entre 5 et 10 coureurs, oui, parce que Roubaix, c'est plus difficile de s'extirper à Roubaix. Donc c'est plus facile de finir dans un petit groupe à 4, 5 coureurs. Surtout que cette année, on voit quand même des coureurs qui sont très proches. Donc oui, ça peut arriver à Roubaix, oui. Mais pas un sprint massif, pas un sprint avec 25-30 coureurs. Non, la course est trop compliquée.
Mais oui, un groupe d'une dizaine de coureurs à l'arrivée, oui, c'est faisable totalement d'avoir un sprint à Roubaix. Et ben c'était la dernière question. 40 minutes de vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!